Je vois rien. Que je sors en jupe courte et en talons hauts. À la Révolution tient à quelques accessoires. J'ai rien changé, mais quelque chose au dehors a bougé et plus rien n'est comme avant. Ni les femmes, ni les hommes. Sans que je sois vraiment bien sûre d'aimer ce changement et d'en comprendre toutes les conséquences. J'ai tout de suite aimé l'impact que ça me donnait sur la population masculine. Avec le côté exagéré, limite grosse farce. J'étais jusqu'alors une meuf quasiment transparente. Cheveux courts, basket sale. Brusquement, je devenais une créature du vice. Trop classe. Ça me faisait penser à Wonder Woman qui tournicote dans sa cabine téléphonique et qui ressort en super-héroïne. Mais j'ai aussi tout de suite craint cette importance justement qui dépassait mon entendement, mon contrôle. L'effet que ça faisait à beaucoup d'hommes était quasiment hypnotique. Entrer dans les magasins, dans le métro, traverser une rue et s'asseoir dans un bar. Partout, attirer les regards affamés, être incroyablement présente. Détentrice d'un trésor furieusement convoité. L'accès à mon corps là prenait une importance extrême. Et il n'y a pas que les obsédés à qui ça faisait cet effet. Mais non, ça intéresse presque tout le monde, une femme qui prend l'allure d'une pute. J'étais devenue un jouet géant.
qu'on se promène en ville, qu'on regarde une émission de variété, qu'on feuillette un magazine féminin, on est frappé par l'explosion du look chienne de l'extrême, adopté par beaucoup de jeunes filles. C'est en fait une façon de s'excuser, de rassurer les hommes. Regarde comme je suis bonne. Malgré mon autonomie, ma culture, mon intelligence, je ne vise encore qu'à te plaire. J'ai les moyens de vivre autre chose, mais je décide de vivre l'aliénation, via les stratégies de séduction les plus efficaces. Ça vaut le coup de porter des tenues inconfortables, des chaussures qui entravent la marche, de se faire péter le nez, gonfler la poitrine. Le surmarquage en féminité ressemble à une excuse face aux hommes, une façon de se rassurer en les rassurant. Soyons libérés, mais pas trop. Nous ne voulons pas des pouvoirs liés au phallus. Nous ne voulons faire peur à personne. Les femmes se diminuent spontanément. Elles dissimulent ce qu'elles viennent d'acquérir. Elles se mettent dans une position de séductrice, réintégrant leur rôle. L'accès à des pouvoirs traditionnellement masculins se mêle à la peur de la punition. Et depuis toujours, sortir de la cage, ça a été accompagné de sanctions brutales. 1, 2, 3, 4. J'aime les moches. Parce qu'on ne les fait pas piquer. J'aime les moches. Mais on se sent plus belle à côté. Hein. Moi j'aime les moches. Et j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches. Les boutonneux, acnéiques, bouffis, taille extra large, pieds plats. Moi j'aime les moches. Filet en gastronomie. Moi j'aime les moches. Parce qu'ils veulent bien venir dans mon lit. Moi j'aime les moches. Squelettique, aussi, infâme, tordu, toujours, les yeux cernés. Oh, moi j'aime les moches. J'aime les moches. Et ça me rend plus intelligente. Moi j'aime les moches. Moi j'aime les moches. Tu sais qu'il y a des femmes, elles ne peuvent même pas sortir démaquillées. Elles se sentent mal. Bah, je comprends. Hein. Ah ouais? Bah, tu vois, si t'as l'habitude de te maquiller tous les jours, c'est comme si, tu vois, t'as l'habitude d'avoir un pantalon, et bah tu vas petit à petit. Ouais, moi, ma soeur, si elle se sent pas maquillée, elle a l'impression d'être toute nue. Ah, tu vois? C'est dur de se laisser. Marie. Je suis la seule femme de l'atelier et je passe mes journées en bleu de travail et en chaussures de sécurité. Bon, j'ai complètement laissé tomber les gestes féminins. Je ne me maquille plus, je mets mes cheveux en queue de cheval, le week-end je suis fatiguée, je traîne en jogging. Bon, pour mon anniversaire, mes collègues m'offrent un bon pour un relooking. Ah, c'est gentil. Bah oui. Alors ils me disent, bon c'est pas que tu n'es pas bien comme tu es, hein, mais on se dit que ça doit pas être facile pour une femme d'être tout le temps en bleu de travail, alors on aimerait bien te voir, voilà comment tu es en femme quoi. Hein. Bon enfin comme tu veux ils m'ont dit quand même, hein. On peut aussi t'offrir autre chose si tu as envie. Mais moi non, moi j'étais vraiment très contente.
pas question, je prends le relooking, je veux être féminine. Et il n'y a rien de macho à ce qu'ils ont fait, hein. Ils ne comprennent pas pourquoi, juste j'assume pas ma féminité. Alors, je vais à ma journée de star, ma journée de relooking, et quand je reviens le lendemain à l'atelier, alors là, ils m'ont pas reconnu, personne. Et puis après, d'un coup, quand ils ont compris, bah, ça a été l'émeute totale. Hein. Et bah, depuis, je me maquille tous les matins. Et oui, et j'ai troqué mes vieux jeans contre des pantalons plus classe et des jupes. Bon, alors lorsque je les mets, bon, je sais bien que 2 heures après, bon bah voilà, hein, je remets mon bleu de travail, mais je trouve cela pas mal. Je me sens une vraie femme, quoi. Moi, Marie, maintenant, une vraie femme. Jannick. Je travaille avec une blouse. Je vois pas l'intérêt de me pomponner tous les matins. J'ai un physique banal, qui s'accorde avec une vie banale et un métier tout aussi banal. Alors à quoi ça sert de soigner mon look? Je me fonds dans le paysage. J'ai l'impression d'être transparente. Mais j'ai beaucoup de mal à m'affirmer, à trouver ma place dans le monde. Je sais pas me poser. Je suis la bonne poire qui dépanne les autres. Et puis à qui on propose jamais de promotion. Parce qu'elle est transparente. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Plus je sens le regard un peu méprisant des autres sur moi, plus je me néglige. Je me néglige, donc on ne me regarde pas. Et donc je me néglige encore plus. Madeleine, animatrice en atelier relooking, conseillère en images pour Pôle emploi, et je suis aussi une ancienne esthéticienne. Alors, Pôle emploi travaille déjà depuis bien longtemps sur l'image avec certains d'entre vous, certains demandeurs d'emploi. Bon, on a fait appel à vous et vous avez bien fait de venir, hein, car votre absence aurait entraîné votre radiation. Très bien, très bien. Alors, il est clair que si, voilà, vous n'avez rien d'écrit, mais il existe un code vestimentaire. Hein. Donc, il faut s'adapter. Hein. C'est le maître mot, s'adapter. Alors, sans se déguiser, bien sûr. Hein. Une trop grande originalité, ça peut être très pénalisant. Hein. Il ne faut pas être original. Très bien. Alors, il faut s'adapter et, par exemple, quand vous allez parler avec le banquier, vous allez mettre une autre tenue, hein, vous allez avoir un autre langage, parce que l'enjeu n'est pas le même, d'accord? Vous voyez? Alors, pourquoi? Parce qu'il va reconnaître votre code vestimentaire, et si vous avez le même que lui, il va vous reconnaître et il va vous écouter, d'accord? Voilà, donc, c'est pas tricher, hein, c'est s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on est hors société, c'est important, hein, les jeunes. Hein, et après, on ne communique plus avec les autres, d'accord? Donc, adaptez-vous, hein, à vos interlocuteurs. Regardez, les gens qui sont à l'écart, c'est très fort, hein, ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire, ils ne s'aiment pas, tout simplement. Et c'est important, c'est parce qu'ils ne s'estiment pas et qu'ils pensent qu'ils ne valent rien, qu'ils ne sont rien, vous comprenez? Et on les rejette parce qu'ils se rejettent, d'accord? Oui. Ouais, très bien. Donc, l'image. Bonsoir, monsieur. Vous avez failli être radié, hein? C'était à temps, là. Alors, donc l'image qu'il se renvoie ne les satisfait pas, donc il ne veut plus rien faire. Et ça, c'est important. C'est vraiment important, l'image. Hein? Le plus important, finalement, c'est de se dire pour tout le monde, je me sens bien avec l'image que j'ai. Mais c'est pas facile, mais dites-le. Je me sens bien avec l'image que j'ai. Voilà. Ici, vous savez, on ne va pas parler de compétences à Pôle emploi, de formation, non, de l'image. Voilà. Alors dites-le. Je me sens bien avec l'image que j'ai. Oui, allez-y encore. Et vous êtes au chômage parce que vous n'avez pas un bon look, hein, alors on y va. Je me sens bien avec l'image que j'ai. Oui, Zaïma aussi, hein, plus fort, allez, un peu d'assurance. Hein. Je me sens bien avec l'image que j'ai. Zaïma. Non, pour moi, il n'y a pas de problème. Par contre,
c'est les autres qui ne se sentent pas toujours bien avec mon image. Non mais une femme en boubou qui vient à un entretien d'embauche, eh ben je vous raconte pas comment on la reçoit. Mais le jour où une femme africaine pourra travailler en boubou, oh, notre pays aura fait un grand pas en avant. Vous vous demandez pourquoi on s'habille comme ça? Ouais. Non mais vous voyez pas comme on est belle, vêtue ainsi? Honnêtement. Ouais. Non, sans compter que les fringues européennes, surtout les jeans, avec les culs qu'on a, c'est de la provocation. Non, moi je veux bien que toutes les africaines portent des pantalons, des jupes moulantes, mais les femmes blanches vont faire des complexes. Ouais, vous en faites déjà pour beaucoup moins que ça alors. On confirme. Nos tenues traditionnelles. Non mais elles sont magnifiques. Elles sont super confortables. Je vois pas pourquoi on s'en priverait. Non, nos vêtements ne sont pas, comme certains veulent le faire croire, le symbole d'une non-intégration. Au contraire, c'est une manière d'aborder le nouveau pays en préservant son image culturelle. En plus, on fait un cadeau à notre pays d'adoption. On lui apporte des nouveaux éléments de look. Ah, et ça marche, hein? Vous n'avez pas remarqué? La mode africaine est de plus en plus présente dans la haute couture française. C'est vrai. Ça fait 30 ans que je suis féministe. Ça fait 30 ans aussi que je suis obsédée par mon gros ventre. 30 ans. 30 ans, je pense qu'à ça. Toutes les années, je fais le vœu, perdre mon ventre, chaque année. Ça fait 30 ans que je perds mon temps à essayer de l'éliminer. Il est toujours là. Ouais. Ah, c'était une journée idéale pour se balader. Il faisait beau. Le ciel était d'un bleu si pur qu'il semblait transparent. Je me sentais légère. Et puis je l'ai vue. La blondasse. Cette fille qui exhibe ses seins en obus et son ventre de l'immonde anorexique sur la couverture du dernier numéro de Cosmo. Cette salope anorexique! Où que j'aille, je la vois. Je peux pas y échapper. On dirait qu'elle me suit. En plus, elle me sourit, cette conne. Bon, d'accord, elle sourit au monde entier, mais moi, c'est spécial. Elle me nargue, je le sais. Et cette fille incarne peut-être le rêve américain, mais moi, elle est mon pire cauchemar. Je soupçonne les patrons de presse de l'avoir inventée pour qu'elle infiltre la planète. Qu'elle s'insinue dans notre culture, dans nos pensées, dans nos névroses, comme une arme biochimique. Ils l'ont dupliqué exprès, des milliers d'exemplaires dans le monde entier, sur toutes les couvertures de magazines. Tiens, 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 tiens. Mais pourquoi j'achète ces magazines? Bah, je veux être une fille bien. Non. Et pour ça, il faut que je devienne un sac d'os, comme la blonde. Il faut remarquer comment elle fait. Ah non mais, je suis pas vraiment sûre d'y arriver. Avec tout ce qui est rentré dans mon ventre depuis tant d'années, je déteste mon ventre. Je comprends toujours pas comme ça, mais pourquoi? Mais c'est comme ça. Entre mon ventre et moi, c'est l'amour vache. On s'adore et on se déteste. C'est mon bourreau. Oui, mais c'est aussi mon ami le plus fidèle. Impossible de m'en débarrasser. Il est omniprésent, il déborde de mes vêtements, il me fait douter de moi, de mes capacités à bosser, voilà, à aimer, à être moi-même. Il me pourrait la vie. Il m'obsède. Oh, c'est mon fardeau. J'ai tout essayé pour le faire disparaître. Je rencontre une copine dans la rue. Là, elle pointe le doigt sur mon gros ventre et puis elle demande d'une voix bizarrement enthousiaste: « Oh, félicitations, Ève! C'est un garçon! » Félicitations, Ève! C'est un garçon! Quand mon homme me caresse le ventre, j'ai envie de vomir. Quand il me dit « J'adore ton petit bidon », je trouve ça obscène.
La semaine dernière, on était au lit. Non mais, et voilà Tipa qui se met à m'expliquer sa théorie sur mon ventre. Il me dit, c'est une petite colline derrière laquelle se cache la vallée des mystères. Ton petit bidon tout rond, c'est ce qu'il y a de plus sexy, de plus séduisant en toi. Je suis ma propre victime, mon propre bourreau. Le schéma d'un corps parfait m'a été inculqué dès la naissance. Mais quelles que soient les influences et les pressions culturelles, mon souci du gras, mon recours constant au régime, au sport, à la prise de tête, ça ne tient qu'à moi en fait. C'est moi qui choisis de lire ces magazines, c'est moi qui investis à fond perdu dans cet idéal, et c'est moi qui reste persuadée que les filles blondes et minces sont les meilleures. Je me suis rendue dans plus de 40 pays ces 6 dernières années. Et j'ai vu les ravages de ce poison rampant, insidieux. Ces crèmes à blanchir la peau, qui se vendent plus vite que le dentifrice en Afrique et en Asie. Cette folie qui pousse certaines mères américaines à faire enlever les côtes flottantes de leurs fillettes de 8 ans pour qu'elles n'aient pas à se préoccuper de leur ligne plus tard. Cette rigueur avec laquelle des petites New-Yorkaises de 5 ans pratiquent le yoga pour ne pas faire honte à leurs parents en ayant l'air pataudes. Toutes ces filles qui se font vomir et s'affament en Chine, sur les îles Fidji, à peu près partout ailleurs, ces Coréennes qui décident d'ôter la touche asiatique de leur regard en se faisant débrider les yeux, et la liste pourrait continuer à l'infini. Et à de très rares exceptions près, toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles détestaient au moins une partie de leur corps. Il y avait toujours quelques détails qu'elles mouraient d'envie de changer, et pour lesquels elles disposaient d'une pharmacie entière de produits visant ou à le transformer, le cacher, l'amoindrir, le redresser, le blanchir. À peu près toutes les femmes sont persuadées que si elles pouvaient arranger cette partie d'elles-mêmes, qu'elles détestent, tout le reste irait mieux. C'est vrai, non? Mais c'est un combat aussi douloureux qu'infini. Je t'ai déjà parlé de l'invisibilité de la femme de 50 ans. Non, mais ça ne m'étonne pas que ça te traverse. Il est comédienne en plus. L'invisibilité de la comédienne de plus de 50 ans. Tu vois, c'est terrible. Hein. Entre 50 et 70 ans, c'est comme si on n'existait pas. Ouais, je sais. T'es plus apte à, je sais pas, à faire des gosses. T'es pas encore grand-mère. Cinéma, il n'y a pas. Au choix. Écoute, on va pas se mettre la pression. Moi, je me sens bien dans mon corps. Je le laisse vieillir tranquillou, même si je sens bien qu'il décrépit un peu. Ça rassure. Mais je me sens bien, écoute. Voilà, je vieillis tranquillement. Maman, elle Je trouve beau le blanc des cheveux de ma mère. Beau comme tant de choses belles et blanches. Les murs peints à la chaux, en Grèce. Le marbre de Carrare. Le sable des bains de mer. La nacre des coquillages. La craie sur le tableau. Un bain au lait. Le radieux d'un baiser. La pente enneigée. La tête de Cary Grant recevant un Oscar d'honneur. Ma mère m'emmenant à la neige. L'hiver.
Oh, 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 beauté fatale, beauté fatale, ratage global, Beauté fatale, ratage global, beauté fatale, arnaque mentale, ah oui. arnaque mentale, Arnaque mentale, arnaque mentale, arnaque mentale, arnaque mentale. oh, oh. Une vidéo circulant sur Internet. Alors Mia, 2 ans sur cette vidéo, dansait sur Like a Prayer de Madonna lors d'un concours des mini-miss aux États-Unis, en arborant une réplique d'un soutien-gorge doré au bonnet en forme d'obus, créé pour la star par Jean-Paul Gaultier. Dans un festival de danse. Des fillettes de 7 ans imitaient la chorégraphie très sexy d'un tube de Beyoncé. Et le peuple français, si je peux me permettre, a suscité un certain émoi en faisant poser des gamines habillées et maquillées comme des femmes fatales avec des talons hauts et attitudes séductrices. Pour Son supplément cadeau de décembre 2010. L'univers du people. Oui. Alors, née en 2006, Suri Cruz, vous voyez, fille de Tom Cruise et Cathy Holmes, elle arrive en tête du classement des enfants les plus puissants. Oui, elle emploie une armée de coiffeurs et possède une garde-robe estimée en 2011 à 3,2 millions de dollars. Elle a porté des talons dès ses 3 ans et ses parents lui ont fait faire des loups-boutins sur mesure. Vous savez, c'est ces chaussures de luxe là avec la semelle rouge. Ça. Ouais, bah si. Alors, même quand elle va jouer avec ses amis ou marcher sur la plage, ben, elle pleure si sa mère ne choisit pas une petite paire de sandales à talons. Eh oui. Des instituts de beauté parisiens. Il propose des mini-spas et autres soins spécifiques destinés aux petites filles. Comme ça, après, l'enfant prend soin d'elle, elle fait attention à sa peau, elle met des crèmes, explique la mère de Lola, 5 ans et demi, qui l'a emmenée pour une pédicure-manucure. Alors, madame la directrice, Oui. c'est quoi l'utilité d'un soin de la peau à 8 ans? Mais c'est interdit de se nettoyer, de se faire masser le visage. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que Walmart vient de lancer sur le marché une gamme de maquillage antioxydants et anti-rides pour les 8-12 ans. Oui, alors l'initiative a suscité un éditorial indigné dans le L français. On ne naît pas névrosé, On le devient.